Dans cette vidéo, on va s'intéresser à un dieu amérindien qui pourrait renfermer un sombre secret. Ensuite, on tentera de résoudre l'énigme de lumière surnaturelle qui apparaissent en Norvège et qui pourrait bien percer à jour le mystère des ovnis. Puis on se rendra en France où une zone est malheureusement connue mondialement comme étant plus dangereuse et plus mystérieuse encore que le triangle des Bermudes. Dans des temps anciens, alors que le supercontinent de la Pangée commençait à se fracturer, les dinosaures se sont soudainement et très rapidement diversifiés. Il s'agit là d'une radiation évolutive, terme utilisé par les paléontologues pour désigner une évolution très rapide à partir d'un ensemble d'espèces caractérisées par une grande diversité écologique et morphologique. Ce changement brutal dans la faune de la planète en si peu de temps, qui amena l'ère du règne des dinosaures, est encore mal compris par les chercheurs, bien que l'extinction du Trias jurassique ait bien sûr pu favoriser cette évolution. Mais elle n'explique pas tout, puisque les dinosaures commencent à se répandre quelques millions d'années avant elle. Que s'est-il réellement passé il y a 215 millions d'années pour que la vie sur Terre change à ce point ? Voici la famille des Herrerasauridae, une espèce de dinosaure loin d'être anodine puisqu'il s'agit d'une des familles les plus anciennes connues à ce jour. Ces représentants sont considérés comme des dinosaures primitifs et ne descendent pas d'ancêtres appartenant à l'ordre des dinosaures. Parmi eux, le Shindesaurus attire tous les regards puisqu'il s'agirait du premier dinosaure d'Amérique du Nord. Et c'est justement ici que le professeur Morgan Schaller et son équipe de géologues de l'Institut Polytechnique Rensselaer de New York ont fait une étrange découverte en 2019. Grâce à une nouvelle technique que les chercheurs ont élaborée, ils ont réussi à extraire certains gaz piégés dans d'anciens minéraux carbonatés. Grâce à cette technique, ils peuvent réaliser une analyse isotopique des échantillons prélevés par spectrométrie de masse. Autrement dit, ils peuvent désormais étudier la composition de l'air de cette époque fascinante. Ils prélevèrent des roches dans le plateau du Colorado et dans le bassin sédimentaire New York au New Jersey et, bizarrement, ils découvrirent que le taux d'oxygène sur Terre a augmenté, passant de 15% à 19% en seulement 3 millions d'années. Et cette augmentation, elle survient justement à la même époque que l'apparition de nos dinosaures primitifs. Morgan Schaller déclare: ce qui est remarquable, c'est que juste au pic de l'oxygène, nous voyons le premier dinosaure apparaître dans les tropiques nord américains, le Shindesaurus. Les sauropodes ont suivi peu après. Nous ne pouvons pas encore dire s'il s'agissait d'un développement mondial, et les dinosaures n'atteigneront la domination écologique sous les tropiques qu'après l'extinction de la fin du Trias. Ce que nous pouvons dire, c'est que cela montre que l'environnement changeant d'il y a 215 millions d'années était propice à leur diversification évolutive. Mais bien sûr, les niveaux d'oxygène n'étaient peut-être pas le seul facteur. D'où vient ce changement mystérieux dans la composition de l'air ? Eh bien, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus si réellement la montée de l'oxygène a pu avoir un réel impact sur l'évolution des dinosaures, ou si ces deux événements n'ont rien à voir. Mais cette étrange coïncidence intrigue les chercheurs qui continuent donc d'enquêter sur cette affaire qui demeure irrésolue. Omniprésent dans la plupart des populations amérindiennes d'Amérique du Nord, l'oiseau tonnerre, que l'on appelle le Thunderbird, est un pilier important des anciennes religions et traditions du continent. Selon les tribus, son origine et son rôle varient, bien qu'il demeure une figure emblématique du ciel, de l'air, des vents et bien sûr, comme son nom l'indique, du tonnerre. Cet animal légendaire est gigantesque et puissant, si bien que les mythes rapportent qu'il se nourrissait autrefois de baleines.
Selon les chercheurs, la croyance en l'oiseau tonnerre aurait pu naître d'anciens fossiles de Teratornis, oiseau colossal de 6 mètres d'envergure qui sillonnait jadis les cieux d'Amérique. Cette hypothèse s'appuie aussi sur le fait que dans certaines cultures, l'oiseau tonnerre était considéré comme une espèce et non pas comme un individu unique, et l'on racontait qu'ils avaient tous disparu il y a bien longtemps. Mais selon certains Américains, les oiseaux tonnerres existeraient bien. Et mieux encore, ils n'auraient jamais disparu. En effet, des centaines de témoignages depuis le 19e siècle rapportent l'observation d'oiseaux géants et inconnus. Pour en citer quelques-uns, en 1940, Ehrlichman, l'un des leaders de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, voit sa foi ébranlée quand il voit un oiseau de plus de 7 mètres s'envoler en Pennsylvanie. Le 25 juillet 1977, un garçon de 10 ans joue dans le jardin de ses parents quand il se fait attaquer par 2 énormes oiseaux, dont l'un se saisit de lui et l'emporta sur une dizaine de mètres avant de le relâcher. Ses parents affirmeront que les animaux faisaient quasiment 3 mètres d'envergure. Le 13 juillet 2001, un ornithologue de Greenville observe pendant 20 minutes un oiseau de la taille d'un petit avion. C'est sans parler de divers pilotes qui confient avoir eux aussi croisé ces créatures lors de vols à haute altitude. You are now seeing the original footage of living flying thunderbirds straight out of Native American legends. Étrange, fascinant même, ça change des énièmes vidéos de mauvaise qualité qui nous montrent des yétis. Mais bien sûr, les cryptozoologues sont sur le coup et recherchent cet animal et répertorient tous les témoignages. En moyenne, les oiseaux feraient entre 3 à 6 mètres, dotés de plumes sombres, d'un petit cou, de grands yeux noirs, d'un bec non crochu, ainsi que de pattes épaisses. Cet oiseau migratoire se déplacerait au sud en novembre vers la Virginie de l'Ouest par les Appalaches et remonterait au nord en mars vers New York. Hiram Cranmer proposa de nommer l'espèce Gymnogyps pennsylvanianus et Gerald Musinski Mythopoetia titanornis. Wow, les gars, attendez de trouver un spécimen avant de le nommer aussi scientifiquement, non? Surtout que les oiseaux des témoignages là, ils provoquent pas de foudre, si? Eh bien, justement, chose très étrange, si bien sûr les témoignages ne relatent pas d'électricité qui s'échapperait de ces créatures, ils relatent tout de même que les battements d'ailes de ces oiseaux mystérieux provoqueraient un bruit semblable à celui du tonnerre. Alors, si ces animaux existent réellement, ceci expliquerait d'où vient le mythe de l'oiseau tonnerre, mais aussi et surtout pourquoi les Amérindiens pensaient qu'ils avaient tous disparu. Tout simplement car ils ne se montrent que très rarement. Vous avez entendu? Putain, je me fais des coups de flip, j'ai cru qu'il y avait l'oiseau tonnerre. Y'a quelqu'un? Ok, c'est bon, c'est que le Yeti. Depuis toujours, des animaux par centaines tombent des cieux et se fracassent en tombant brutalement sur le sol. Ce phénomène météorologique, s'il convient de l'appeler ainsi, survient un peu partout sur notre planète sans que l'on puisse vraiment l'expliquer. Déjà, dans l'Égypte antique, le papyrus d'Alberto Tulli témoigne d'une pluie de poissons et d'oiseaux. Le grec Athénée, au IVe siècle avant notre ère, évoque lui aussi une pluie de poissons dans le Péloponnèse. Les témoignages vont continuer durant toute l'Antiquité et tout le Moyen-Âge, puis à l'époque moderne, le nombre de personnes sachant écrire augmente et la presse est en plein essor. À ce moment-là, les témoignages de pluie d'animaux abondent. Pour n'en citer que quelques-uns, proches de nous, en 1625, une pluie de grenouilles s'abat sur Tournai, en Belgique. Et en 1636, les villes françaises de Dole et Salins sont en proie à une averse de milliers d'oiseaux. La même année, M. Pontus, professeur à Cahors, écrit: 2 cavaliers qui revenaient de Toulouse où nous allions et qui se trouvèrent exposés à l'orage furent obligés de mettre leur manteau pour s'en garantir. Mais ils furent bien surpris et même effrayés lorsqu'ils se virent assaillis par une pluie de crapauds. Ils hâtèrent leur marche et s'empressèrent dès qu'ils eurent rencontré la diligence de nous raconter ce qu'il venait de leur arriver. Je vis encore de petits crapauds sur leurs manteaux qu'ils firent tomber en les secouant devant nous.
Ce phénomène semble très récurrent, et pour citer quelques exemples récents, en juin 2009, il pleut des têtards sur Ishikawa au Japon. En 2011, 5000 oiseaux sont tombés autour de la ville de Bibi en Arkansas. Et en 2015, une averse de milliers d'araignées recouvre la ville de Goulburn en Australie. Niveau théorie, on est plutôt servi pour ce sujet. Selon les époques, on retrouve bien sûr les grands classiques. Châtiment des dieux, puis de Dieu, puis du diable, puis on pensa que les animaux naissaient dans les airs avant d'arriver sur Terre, puis les théories impliquant des failles de l'espace-temps sont nées, ou des brèches d'univers parallèles, jusqu'à la fameuse hypothèse de vivre tombés accidentellement de vaisseaux extraterrestres qui quittent notre planète avant d'avoir fait leurs emplettes. Réel. Sur les forums complotistes, nombreux sont ceux qui partagent cette idée, et c'est vrai que des ovnis semblent avoir survolé la zone juste avant une pluie d'animaux. Mais remarquons que les pluies semblent généralement être faites de poissons, de grenouilles, d'oiseaux ou d'araignées. L'hypothèse la plus réaliste, pour la première fois évoquée par le physicien André-Marie Ampère, serait que des trombes marines, colonnes d'air mélangées d'eau en rotation, formant un entonnoir nuageux, aspireraient des poissons. Et sur son passage, prendrait dans sa tourmente les oiseaux dans les alentours, et les animaux légers comme les grenouilles ou les araignées. Ensuite, ces trombes transporteraient ces proies piégées à des altitudes élevées sur de très longues distances, avant de relâcher l'eau plus loin sous la forme de pluies d'animaux. Ceci explique alors pourquoi il n'y a pas de pluie de baleines ou d'éléphants, mais uniquement des pluies d'animaux légers. Mais, il y a encore un mais. Pour le cas des têtards qui se sont abattus sur Ishikawa, l'observatoire de météorologie de la préfecture n'a enregistré aucun vent violent dans ce coin du globe à ce moment-là. Les chercheurs proposent donc une autre hypothèse. Les têtards auraient été vomis par des hérons. Alors il faudrait changer notre perception du phénomène des pluies d'animaux, qui ne serait donc pas un seul phénomène mais plutôt un regroupement d'une multitude de phénomènes différents, faisant de chaque pluie un événement unique et ayant sa propre origine. Et peut-être que parmi elles, ouais, un extraterrestre a bien relâché accidentellement ses emplettes. Mais pas pour toutes les pluies. Non, faut pas abuser non plus, sinon faut carrément revoir le fonctionnement du vaisseau là, il y a carrément un problème. Å, fy fader! Jeg filmer det! Jeg har det på tape! Jeg har det her! Å, dæven! En Norvège, la petite vallée de Hesdalen est le théâtre de phénomènes célestes très mystérieux. Tout commence dans les années 80, quand les habitants des villages aux alentours aperçoivent des lumières danser au-dessus de leur tête. En 1983, le projet Hesdalen fut créé par un groupe de scientifiques de différentes nationalités, afin de déterminer la nature de ces manifestations étranges qui commençaient à beaucoup attirer les chercheurs, les touristes, mais aussi les passionnés d'ufologie et de paranormal. Sur leur site, on peut y voir un rapport datant de 1984, où l'on se rend compte de la fréquence étonnante des observations. Il y a parfois plus de 20 phénomènes en 24 heures qui se reproduisent chaque fois de jour comme de nuit. Cependant, les lumières se montrent moins fréquemment depuis les années 90, se produisent le plus souvent en hiver et sont accentuées en période d'aurore boréale. Ouais, c'est vraiment bizarre. On n'est pas là sur un événement qui s'est déroulé qu'une fois, pris en vidéo avec une qualité dégueu et hautement improbable. On est loin des vidéos d'ovnis, de yétis ou de fantômes. Là, on est sur un phénomène que vous pouvez même voir vous-même si vous vous y rendez. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que malgré cette possibilité d'être témoin des lumières d'Hesdalen, quand on le souhaite, après plus de 30 ans d'observation, les chercheurs ne savent toujours pas de quoi il s'agit. La vallée d'Hesdalen a engendré beaucoup d'hypothèses, et s'il n'existe malheureusement aucun consensus sur ces lumières, elles ont le mérite de participer à l'exploration scientifique de la recherche d'ovnis. Ainsi, comme le déclare l'ufologue Joseph Allen Hynek, « Je suis impressionné par le projet Hesdalen en lui-même, car Hesdalen est vraiment un laboratoire à ovnis.
C'est un lieu où des choses se passent et où des choses peuvent être étudiées. Esdalen a eu le meilleur équipement et la meilleure période d'observation du phénomène OVNI dans le monde entier. Quoi que cela se révèle être, c'est terriblement important. Présence de gaz qui se met à brûler, de plasma dans l'air, de corps célestes, d'une forme de vie inconnue uniquement localisée ici, d'illusions d'optique, l'endroit est entouré de théories dont la plus connue demeure celle du chercheur Björn Hodge qui, en 2007, proposa l'hypothèse suivante. Les lumières seraient dues à des poussières de la vallée, qui s'enflamment au contact avec l'air à cause du scandium qu'elles contiennent, montent en altitude et y restent immobiles ou se déplacent sous l'effet du vent, jusqu'à ce que les métaux qu'elles contiennent soient totalement brûlés. Le scandium, un métal essentiellement norvégien, expliquerait ainsi pourquoi le phénomène n'est observé qu'à Esdalen, vallée connue pour ses mines de métal. Le scandium réagit violemment avec l'air, et jouerait probablement le rôle de mécanisme d'allumage. Mais en 2016, le chercheur Christian Opdaleid rédige un article proposant une nouvelle version. Les lumières seraient dues à la vallée elle-même. L'endroit est en effet composé de deux types de roches séparées par une rivière. D'un côté, des roches riches en cuivre et de l'autre, riches en fer. Or, s'il y a du soufre dans l'eau qui coule entre les deux, cela fait une batterie parfaite. Les scientifiques ont alors collecté des échantillons des roches et ont reconstruit une pseudo-vallée en laboratoire. Et en utilisant les sédiments de la rivière, l'électricité passait bien entre les roches. Et ils réussirent même à allumer une ampoule. Mais alors, pourquoi le phénomène se produit-il surtout l'hiver? Quel est son lien avec les aurores boréales? Et pourquoi se fait-il plus rare depuis les années 90? Si les chercheurs répondent enfin à ces questions, alors le mystère sera peut-être sur le point d'être élucidé. Surnommé le triangle des Bermudes français, le triangle de la Burle est une zone géographique dont le périmètre s'étend entre le mont Mézenc, le Puy-en-Velay et le massif du Pilat. Redouté par de nombreux aviateurs de tout le globe, ce secteur a la réputation mondiale d'être l'un des lieux les plus dangereux au monde, puisqu'on y a répertorié près de 80 crashs d'avions et plus de 60 victimes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous ne savons pas la cause derrière la plupart de ces accidents, dont certains sont même accompagnés de témoignages déconcertants. L'endroit connaît ses premiers accidents d'avion dans les années 30, mais c'est durant la Seconde Guerre mondiale que le triangle va gagner une certaine popularité. Les accidents d'avion de l'armée se multiplient et de nombreux aviateurs confient avoir échappé à la mort en survolant la zone. Le témoignage le plus connu de la guerre fut celui d'un mitrailleur de queue, seul survivant du crash d'un Halifax de la Royal Air Force, dont la mission était de parachuter des armes à la résistance et qui fit 6 victimes. Le rescapé affirme que l'avion fut pris dans un orage terrifiant et que plus aucune commande ne fonctionnait. Une intense chaleur se serait aussi propagée dans l'avion qui succéda à un froid glacial. Les habitants du village de Marcol-les-Eaux, quant à eux, témoigneront que d'étranges sphères lumineuses entouraient l'avion juste avant sa chute. Les drames vont continuer jusqu'au 13 mai 1948, date à laquelle le triangle de la Burle gagne enfin sa réputation internationale de lieu maudit. Un avion de la compagnie Skyways, qui volait en direction de Nice, s'écrase au lieu-dit de la serre du Perronnier. Le crash fera 7 victimes, dont Kathleen Kennedy, sœur cadette de JFK. Le 21 janvier 1971, un bimoteur Nord 262 de l'armée de l'air s'écrase dans les alentours de Mézillac. À son bord se trouvaient les plus grands scientifiques du programme nucléaire français qui étaient partis en direction de la centrale du Tricastin. Là encore, les témoins affirment que des lumières étranges entouraient le véhicule. L'avion renfermant des documents classés secret défense, 500 gendarmes et militaires seront appelés afin de boucler la zone et de retrouver les documents perdus. Lors du nettoyage de l'accident, on découvrit un 22e passager inconnu dans la carcasse, alors que les membres à bord étaient officiellement 21.
En plus de tous les accidents qui se multiplient au fil des années et des observations de lumière sphérique dans le ciel, on recense aussi ce que les experts appellent des crashs de rien. Par exemple, le 17 décembre 1980, plusieurs personnes, dont 2 gendarmes, aperçoivent un aéronef blanc doté d'une bande rouge s'écraser près du massif du Dévès. Massif duquel s'élève très vite une épaisse fumée noire. Lorsque les secours arriveront, ils ne trouveront pourtant ni épave, ni corps, ni la moindre trace d'un accident. De nombreux mystères émanent donc du triangle de la Burle, dont le nom fut popularisé en 1980 par le journaliste Jean Perrard. La Burle est en effet le nom donné au vent du nord qui souffle violemment l'hiver dans le centre-sud de la France, auquel on prêtait il y a quelques décennies l'origine de tous les événements de la zone. Néanmoins, beaucoup d'accidents se sont déroulés lors d'une météo clémente et plusieurs des drames ont eu lieu alors que des pilotes aguerris étaient aux commandes des avions. La Burle explique sûrement une partie des événements, mais elle n'explique malheureusement pas tous les étranges cas répertoriés. Si certains pensent que le lieu est le théâtre d'expériences extraterrestres ou de bases militaires secrètes en raison des sphères lumineuses et des crashs de rien, les anciens expliquent de leur côté qu'il s'agit en fait d'une très vieille malédiction. Selon une légende locale connue depuis l'Antiquité, des guerriers gaulois auraient ramené au puits en Velay une main d'oricalque qu'ils auraient arrachée à une statue du dieu Apollon après le sac de Delphes. Ce trésor aurait fait abattre le malheur sur la cité et les druides n'eurent d'autre choix que de faire fondre le butin de guerre en table d'or. Malencontreusement, la malédiction continua et on décida finalement d'enterrer la table dans les montagnes au cœur de l'actuel triangle de la Burle. Ce serait ainsi cet objet maudit qui causerait tous les drames recensés. Il est intéressant de noter qu'en 1420, des habitants du puits avaient été témoins d'un appareil en forme de croix rouge et noire qui parcourait les cieux. Pour Robert Cortial, un passionné d'histoire locale, ces récits prennent donc leur source dans la culture locale. C'est la tradition d'ici qui a conditionné nos esprits. Nos ancêtres y voyaient un signe chrétien là où de nos jours on y voit des signes extraterrestres. Mais bien que très controversée, une hypothèse pourrait peut-être expliquer les phénomènes. Le magnétisme du secteur. En effet, le vent violent de la Burle pourrait, en altitude, former des nuages électromagnétiques liés au sol des anciens volcans présents dans les environs, où furent justement creusées les premières mines d'uranium du pays. Les sphères de lumière pourraient même être des boules de foudre, un phénomène météorologique rare, inexpliqué et qui pourrait être lié ici au magnétisme du lieu. Néanmoins, pour le géophysicien Philippe Labazoui du laboratoire Magma et Volcan de Clermont-Ferrand, cette hypothèse est loin d'être sérieuse. Certes, il existe des anomalies du champ magnétique dans le monde. Ici ou là, les boussoles peuvent s'agiter dans tous les sens. À l'endroit de la coulée de Lachamp, près de Clermont-Ferrand, il y a par exemple une inversion du champ. Le nord passe au sud parce que la roche basaltique est constituée de minéraux ferromagnétiques plus forts que le champ lui-même. Mais que cela puisse entraîner des accidents d'avion relève du pur fantasme. Comment expliquer tous ces accidents, les boules de lumière ou les illusions de crash? Aujourd'hui, aucune réelle étude scientifique ne semble vouloir s'intéresser au triangle de la Burle. Si les complotistes estiment que c'est car l'armée leur interdit d'enquêter, le manque d'intérêt des chercheurs pour cette zone géographique mystérieuse demeure tout aussi étrange que le triangle en lui-même. Entre théories fantastiques et hypothèses scientifiques, la vérité demeure impénétrable. J'espère que ce 3e épisode de la quadrilogie des éléments vous aura plu. Et la prochaine fois, on prendra une bonne bouffée d'air avant de plonger dans les profondes énigmes du monde aquatique. L'épisode est déjà disponible sur Legendex, mon application qui vous accompagne lors de vos explorations et qui vous révèle les lieux les plus étranges à proximité de votre position. On se retrouve donc dans cette prochaine vidéo ou bien sur les chemins étranges de notre pays. C'était Didi Chanduidoui. À la prochaine pour de nouvelles théories. La bise!